Lorsque le lieutenant-colonel Peter Norman Nissen se promenait sur les chantiers boueux près d'EPI au début de 1916, il ne pensait pas à l'histoire de l'architecture. Il regardait des soldats britanniques mourir de froid en attendant un abri adéquat. Le front occidental avait dévoré les méthodes de construction traditionnelles. Le bois était rare, des charpentiers qualifiés étaient dans les tranchées et toutes les structures devaient résister au bombardement. Nissen, un ingénieur minier né au Canada et membre des Royal Engineers, avait passé des mois à observer comment des tôles ondulées étaient abandonnées à proximité des dépôts d'approvisionnement parce que personne ne savait quoi en faire. Ces panneaux métalliques courbes, initialement destinés à la toiture, s'entassaient tandis que les hommes grelottaient dans des tentes en toile qui s'effondraient sous la neige. Le génie de la solution de Nice n'était pas la complexité. C'était une simplicité brutale. Il a pris ces tôles ondulées et les a pliées en un demi-cylindre, créant ainsi une structure qui ne nécessitait aucun support interne et pouvait être érigée directement sur le sol. En mars 1916, il assembla le premier prototype à l'EPRA en utilisant uniquement des outils standards et une équipe de 6 soldats qui n'avaient jamais rien construit auparavant. La structure a été montée en moins de 4 heures. Lorsque Nissen a présenté son projet au commandement de l'armée britannique, il a fait une promesse qui a tout changé. N'importe quel fantassin disposant d'instructions de base pouvait le construire en 3 jours et les matériaux pouvaient être transportés sur un seul camion. L'armée britannique a immédiatement testé le concept au port de Richborough, où la 172e compagnie de tunneliers a érigé 20 cabanes en avril 1916. Chaque cabane mesurait 16 pieds de large et utilisait environ 600 pieds carrés d'acier ondulé. La conception incurvée signifiait que la pluie et les éclats d'obus glissaient au lieu de pénétrer, et l'absence de parois verticales éliminait les points faibles où les obus pouvaient s'accrocher et se déchirer. En juin 1916, des cabanes Nissen faisaient leur apparition dans tous les secteurs britanniques du front occidental. Le War Office a passé sa première commande massive en août. 10 000 unités seront fabriquées et expédiées avant l'hiver. Ce qui a rendu le Nissen achuté révolutionnaire n'était pas seulement la vitesse, c'était aussi l'élimination de la main-d'œuvre qualifiée de l'équation. La construction militaire traditionnelle nécessitait des charpentiers, des maçons et des ingénieurs. La conception de Nissen n'avait besoin de rien de tout cela. Les tôles ondulées étaient prépercées avec des trous espacés exactement de 14 pouces. Les murs d'extrémité en bois sont arrivés sous forme de panneaux préfabriqués. La fondation était facultative. Les équipes pouvaient boulonner la cabane directement sur des traverses en bois ou même sur de la terre battue si nécessaire. Un sergent et 5 soldats pourraient décharger les matériaux, aménager la base et rendre la structure étanche avant la nuit. Au cours de la bataille du Hesse à la fin de 1916, des unités de construction érigeaient des cabanes Nissen à portée de l'artillerie, offrant un abri immédiat aux hommes blessés évacués des lignes de front. Les dimensions de la cabane ont été calculées pour une efficacité maximale. La largeur de 16 T permettait 2 rangées de couchettes avec une allée centrale, abritant confortablement 30 hommes ou 50 en cas d'urgence. Le toit incurvé, s'élevant à environ 15 pieds à son sommet, offrait suffisamment d'espace vertical pour que les hommes puissent se tenir debout dans la majeure partie de l'intérieur. La ventilation provenait de panneaux réglables à chaque extrémité, et les entrefers naturels de l'acier ondulé évitaient les problèmes de condensation qui affligeaient les tentes en toile. Au moment de l'armistice de novembre 1918, les forces britanniques avaient déployé plus de 100 000 cabanes Nissen en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ils servaient de casernes, d'hôpitaux, de dépôts de ravitaillement et de postes de commandement partout où l'armée avait besoin d'une infrastructure instantanée. La documentation de conception soumise par Nissen au War Office en avril 1916 révélait pourquoi sa cabane surpassait toutes les alternatives. Les structures militaires traditionnelles reposaient sur des charpentes verticales, des poteaux, des poutres et des fermes qui devaient être coupées, ajustées et assemblées avec précision. Nissen a éliminé tout le concept de cadrage. Ces tôles ondulées courbées étaient autoportantes, ce qui signifie que les murs et le toit constituaient le même composant. Lorsque vous boulonnez une feuille à la suivante, vous n'ajoutez pas seulement une couverture. Vous créiez l'intégrité structurelle. Chaque section de 16 pieds chevauchait la précédente de 3 pouces, et les boulons traversaient 3 couches de métal, créant une coque continue qui répartissait le poids et les contraintes sur toute la surface. La séquence de construction était intentionnellement infaillible. Première étape, poser les plaques de base en bois selon un contour rectangulaire. Deuxième étape, boulonner les nervures verticales en bois sur ces plaques à intervalles de 7 T. Troisième étape, fixer la première tôle ondulée aux nervures et boulonnez-la à la base. Quatrième étape, ajouter la feuille suivante, en la chevauchant et en la boulonnant à la première. Répétez jusqu'à ce que le demi-cylindre soit terminé. Cinquième étape, installer les murs d'extrémité en bois, fournis avec les portes et les cadres de fenêtres présuspendues. Temps total de montage avec un équipage expérimenté, 72 heures, avec des troupes entièrement vertes, 4 à 5 jours.
L'armée britannique l'a testé à plusieurs reprises dans les camps d'entraînement de Dover et de Southampton tout au long de l'été 1916, chronométrant la création de différentes unités. Des calendriers de déploiement fiables. Ce qui différenciait la Nissen des imitations ultérieures était sa relation avec les matériaux disponibles. Nissen a conçu autour de ce que la Grande-Bretagne pourrait réellement produire dans des conditions de guerre. Les tôles d'acier ondulées étaient de calibre 26, suffisamment épaisses pour résister aux dommages, mais suffisamment fines pour que 3 hommes puissent en transporter une section sans assistance mécanique. Le rayon de courbure a été calculé avec précision afin que les rouleaux de tôle standard des usines britanniques puissent former la forme sans réoutillage. Chaque boulon avait un diamètre de juillet 2016 pouces, soit la même taille que celle utilisée dans la construction navale, ce qui signifie que les chaînes d'approvisionnement n'avaient pas besoin d'inventaire spécial. Les composants en bois, les murs d'extrémité, les plaques de base et les nervures intérieures provenaient de n'importe quel bois disponible. Les spécifications n'y s'autorisaient le pin, le chêne ou même le bois récupéré provenant de bâtiments endommagés. L'adaptabilité sur le terrain a rendu le système presque universel. En Mésopotamie, en 1917, les forces britanniques ont construit des cabanes Nissen sans murs d'extrémité en bois, mais en utilisant des briques récupérées dans des villages en ruine. En Égypte, les unités d'ingénierie ont posé les bases directement sur le sable et ont utilisé des poteaux intérieurs coupés dans des palmiers locaux au lieu du bois d'œuvre. Le principe de base est resté. Ces tôles ondulées incurvées formeraient une coque résistante aux intempéries, peu importe ce que vous feriez avec le reste. En mars 1917, une unité canadienne à Vimy Ridge a érigé une cabane Nissen pendant un bombardement actif, travaillant par équipe de 30 minutes entre les barges d'artillerie. La structure était opérationnelle en 18 heures, hébergeant immédiatement 40 blessés évacués de l'assaut de la crête. L'avantage de la rapidité est devenu plus évident dans le domaine de la logistique. Un seul wagon plat pouvait transporter suffisamment de matériaux pour 8 cabanes Nissen complètes. 48 tôles d'acier ondulées, composants en bois et quincaillerie. Au camp militaire de France, les équipes de construction maintiennent un rythme record tout au long de l'année 1917. Une cabane terminée toutes les 6 heures en travaillant en rotation. En octobre 1917, il s'était agrandi pour accueillir 100 000 soldats, presque entièrement hébergés dans des structures Nissan. La section hospitalière du camp comptait à elle seule 300 cases, offrant un espace de couchage pour 12 000 patients. Lorsque l'offensive allemande du printemps a frappé en mars 1918 et que soudainement 20 000 blessés supplémentaires ont eu besoin d'un abri, les équipes ont érigé 70 nouvelles cabanes d'hôpital en 11 jours. La marine américaine a envoyé sa première équipe d'évaluation technique en Grande-Bretagne en septembre 1940, 15 mois avant Pearl Harbor. Le commandant George F. Dora, en poste au Bureau of Yard and Dock à Washington, avait pour ordre explicite d'étudier les méthodes de construction temporaire britanniques et de déterminer si elles pouvaient soutenir l'expansion militaire américaine. Dora a passé 6 semaines à visiter les bases de la RAF, les camps militaires et les installations de la Royal Navy en Angleterre et en Écosse. Son rapport classifié déposé en novembre 1940 consacrait 18 pages à la cabane Nissen. Il a documenté les temps d'assemblage, les spécifications des matériaux et a interviewé des officiers de construction britanniques qui les ont déployés depuis 1916. La conclusion de Dora était directe. Le Nissen HUT était la structure de campagne la plus rapide jamais conçue, mais les forces américaines auraient besoin de modifications. Les modifications ont commencé immédiatement après Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Le Navy Civil Engineering Corps a choisi la base aéronavale de Coney Point dans le Rhode Island comme site de développement car elle avait des projets de construction actifs et un accès ferroviaire direct pour les prototypes d'expédition. Le commandant John Barney Cyrus a dirigé l'équipe de conception travaillant avec les spécifications que Doria avait apportées de Grande-Bretagne, ainsi que les plans réels de Nissen HUT que le gouvernement britannique avait fournis dans le cadre d'accords de pré-bail. Le premier prototype américain est apparu en février 1942 et ressemblait au Nissen, mais présentait des différences fondamentales qui affecteraient chaque unité construite par la suite. Les ingénieurs américains ont modifié la logique structurelle. Nissan utilisait des tôles ondulées comme éléments autoportants boulonnés directement ensemble. La conception carrée a introduit un cadre interne en acier. Cette charpente était constituée d'arcs en acier incurvé, essentiellement des nervures constituées de canaux en acier formé qui se tenaient indépendamment et soutenaient les panneaux ondulés. Les panneaux ne supportaient plus les charges structurelles. Il s'agissait de revêtements fixés au cadre avec des vis auto-taraudeuses plutôt que des boulons traversants. Cyrus a soutenu que cette approche créerait des bâtiments plus solides, capables de supporter des charges d'équipement plus lourdes et de fournir de meilleurs points d'ancrage pour les systèmes électriques et de plomberie. Il avait raison sur les 2 points, mais il avait introduit une complexité que Nissen évitait délibérément. L'exigence du cadre signifiait que de nombreuses cabanes arrivaient sur les sites de déploiement,
car davantage de composants nécessitaient davantage d'étapes d'assemblage. Un canet standard de 40 pieds nécessitait 14 nervures en acier, chacune pesant environ 90 livres, positionnées à des intervalles spécifiques et boulonnées aux plaques de fondation. Ce n'est qu'une fois le cadre terminé que les équipes ont pu fixer les panneaux ondulés. Les assemblages Nissan ont commencé avec les panneaux eux-mêmes et ont été construits vers l'extérieur. Cette différence philosophique, le cadre d'abord par rapport aux panneaux tout d'abord, on a ajouté entre 12 et 18 heures au temps de construction sur la base de tests effectués à Connay Point en mars 1942. Les responsables de la marine ont accepté le compromis car ils ont donné la priorité à la permanence du bâtiment plutôt qu'à la vitesse de déploiement. La doctrine de planification américaine supposait que la plupart des bases seraient occupées pendant des années et non des semaines. Le Connay incorporait également des fonctionnalités absentes du design Nissan. L'isolation intérieure est devenue la norme. Couverture de fibres de verre prise en sandwich entre les panneaux d'acier et la doublure intérieure en contreplaqué. Les conduits électriques ont été intégrés au cadre lors de l'assemblage plutôt que montés en surface par la suite. Les planchers en bois ont remplacé la terre battue ou les caillebotis en bois d'Unissen. Les fenêtres étaient plus grandes et comprenaient des écrans. Les portes utilisaient du matériel standard américain au lieu de charnières et de loquets britanniques. Chaque amélioration était logique du point de vue du confort et de la fonctionnalité, et chacune ajoutait du poids, des composants et du temps d'assemblage. Un ensemble complet de cabanes Connay pesait environ 30% de plus que les matériaux Nissan équivalents, nécessitant plus de camions ou de wagons pour le transport. En mai 1942, la marine avait standardisé 3 tailles, 20 pieds de large, 40 pieds de large et la plus grande à 50 pieds de large. Les contrats de production ont été attribués à la Georgia Fuller Company et à la Strandsteel Corporation, toutes deux expérimentées dans la construction préfabriquée en acier. Les premières unités produites en série furent expédiées aux stations navales en juin 1942. Le cadre en acier qui définissait le Kansai créait une dépendance aux pièces que Nissan n'avait jamais eues. Chaque nervure de l'arc est arrivée sous la forme d'une pièce préformée de canal en acier pliée au rayon précis nécessaire pour cette taille particulière de cabane. Si une nervure était endommagée pendant le transport, pliée, fissurée ou si des trous de boulon manquaient, la géométrie entière du cadre pourrait échouer. Les cabanes Nissan toléraient les imperfections parce que les panneaux ondulés fléchissaient et s'ajustaient au fur et à mesure que les équipes les boulonnaient ensemble. Les panneaux eux-mêmes ont corrigé des erreurs mineures d'alignement. Les nervures Connay devaient s'aligner parfaitement avant la pose des panneaux extérieurs, ce qui signifiait que les équipes de construction passaient des heures à utiliser des niveaux, des lignes à plomb et des rubans à mesurer pour s'assurer que chaque nervure se trouvait exactement à 90 degrés par rapport à la fondation et correspondait au gabarit d'espacement. Le nombre de boulons racontait l'histoire d'une complexité croissante. Une cabane Nissan de 16 pieds a utilisé environ 200 boulons au total, reliant principalement les panneaux ondulés entre eux et à la base en bois. Une cabane Connay de 40 pieds a nécessité plus de 700 boulons et vis. 14 nervures d'arc boulonnées aux plaques de fondation ont utilisé 6 boulons chacune, totalisant 84. Les contreventements transversaux entre les nervures ont ajouté 100 boulons supplémentaires. La fixation de panneaux ondulés au cadre avec des vis autotaraudeuses signifiait 16 vis par panneau et un Connay de 40 pieds utilisait environ 30 panneaux. Puis 20 les travaux intérieurs. Revêtement en contreplaqué fixé aux nervures, attache isolante, support de boîtier électrique et solives de plancher boulonné à la fondation. Chaque fixation supplémentaire était une autre opportunité de retarder la construction lorsque les outils se brisaient ou que le matériel manquait sur le terrain. Les méthodes de production américaines mettaient l'accent sur la standardisation qui réduisait paradoxalement la flexibilité des champs. Les composants Connay ont été fabriqués selon des tolérances strictes dans des usines américaines, ce qui garantit que les pièces s'emboîtent parfaitement dans des conditions contrôlées. Mais les zones de combat n'étaient pas des conditions contrôlées. Lorsque le 804 TH Enginé Aviation Bataillon est arrivé à Henderson Field sur le canal de Guadal en janvier 1943, ils ont découvert que les conditions humides avaient provoqué la rouille de certaines nervures d'acier au niveau des trous de boulons lors de la traversée du Pacifique. Les nervures ne pouvaient pas être modifiées ou remplacées par des matériaux locaux, car la structure entière dépendait de ces arcs formés avec précision. Les ingénieurs ont dû attendre 3 semaines pour que les côtes de remplacement arrivent de Pearl Harbor, pendant que les troupes dormaient dans des tentes. Le système d'isolation, tout en offrant un confort supérieur, est devenu un goulot d'étranglement dans la construction. Les spécifications de Connay exigeaient que du molleton de fibres de verre soit installé entre le revêtement extérieur ondulé et le revêtement intérieur en contreplaqué. Cela signifiait que les équipes devaient travailler en 3 étapes. Ériger la charpente, fixer les panneaux extérieurs, puis retourner à l'intérieur pour installer l'isolation et les murs intérieurs. Les cabanes Nissan étaient construites en une seule étape. Une fois les panneaux ondulés posés, la structure était complète et habitable.
Les améliorations intérieures sont venues plus tard si le temps et les matériaux le permettaient. Au camp Endicott de la marine à Davisville, Rhode Island, où les bataillons CB se sont entraînés en 1943, les instructeurs ont chronométré les deux systèmes. Un équipage expérimenté pourrait réaliser une cabane de style Nissen en 48 heures. Le même équipage a eu besoin de 96 heures pour un canet comparable avec une isolation complète et une finition intérieure. L'intégration électrique a ajouté une autre couche de planification préalable qui a ralenti le déploiement sur le terrain. Les cabanes canets étaient dotées de conduits intégrés à la charpente, ce qui signifiait que les électriciens devaient travailler simultanément avec les équipes de construction plutôt qu'une fois la structure terminée. Dans les stations aéronavales disposant de nombreux entrepreneurs en électricité, cette construction parallèle a fonctionné efficacement. Mais dans les zones de combat avancées avec D pour le personnel, le fait que des électriciens occupent le chantier alors que les équipes de structure étaient encore en train de boulonner les nervures ensemble a créé des conflits d'horaires. Le 6e bataillon de construction navale des îles Salomon a rapporté en avril 1943 que les besoins en électricité retardaient l'achèvement moyen des quantités de 2 jours complets parce que des électriciens qualifiés tournaient entre plusieurs chantiers de construction. Le système de plancher représentait peut-être la pénalité de vitesse la plus importante. Les cabanes Nison n'avaient pas de plancher intégré. Les troupes ont posé des caillebotis en bois ou coulé du béton une fois la structure terminée. Les spécifications de Canet exigeaient des solives de plancher traités sous pression, un sous-plancher en contreplaqué et un parquet fini, tous installés lors de la construction initiale. Cela a permis de garder l'intérieur propre et confortable, mais a ajouté une phase entière de travaux de menuiserie. Lorsque la force opérationnelle occidentale du major-général George Patton débarqua près de Casablanca le 8 novembre 1942, ses officiers d'approvisionnement portèrent l'ordre de construire immédiatement un camp pour soutenir 35 000 soldats. Le plan d'invasion prévoyait de l'espace pour les cabanes Canet expédiées de Virginie, mais les conditions de combat obligeaient les commandants sur le terrain à effectuer des calculs que la marine n'avait pas testés à Connay Point. Le lieutenant-colonel Paul Thompson, commandant le 16e bataillon du génie, a observé ses équipages se débattre avec la charpente en acier dans le sable qui ne retenait pas les boulons d'ancrage. Les plaques de fondation conçues pour un sol ferme ou des dalles de béton se tordaient lorsqu'elles étaient serrées en raison de la compression inégale du sable côtier marocain. Le rapport après action de Thompson, déposé en décembre 1942, indiquait que ces équipages avaient besoin de 4 jours par cabane Connay, la plupart des pertes de temps étant liées à la stabilisation des fondations et au calage des nervures du cadre pour compenser les tassements inégaux. Les forces britanniques sur le même théâtre nord-africain déployaient simultanément des cabanes Nissen qu'elles avaient expédiées d'Alexandrie. La 512e équipe spécialisée des Royal Engineers installe un hôpital de campagne près d'Aller à partir du 12 novembre 1942. Travaillant avec des ouvriers algériens locaux qui parlaient un minimum l'anglais, l'équipe a achevé 16 cabanes Nissen en 9 jours. Leur technique éliminait complètement les fondations. Ils ont posé les traverses de chemin de fer directement sur du sable nivelé, boulonné les panneaux ondulés à ces traverses et stabilisé le tout avec des bermes de sable empilées contre la base extérieure. Lorsque les tempêtes de vent ont frappé fin novembre, plusieurs cabanes Canet en construction se sont effondrées parce que leur charpente n'était pas encore recouverte de panneaux. Les structures Nissan, déjà dotées de leurs coques autoportantes, sont restées debout. Le théâtre du Pacifique a mis en lumière des différences encore plus marquées sur le canal de Guadal. La première division de marine a commencé à recevoir des huttes Connay en février 1943, après des mois de combat dans des camps de tentes boueux. Le sergent d'artillerie Robert Lecky, dont les mémoires ont documenté la campagne, a décrit avoir observé des équipes de construction travailler par une chaleur de 100 degrés Celsius et une humidité de 80%. Les composants de la charpente en acier étaient trop chauds pour être manipulés à main nue en milieu de matinée. Les équipes travaillaient selon des horaires abrégés, de l'aube jusqu'à 22 heures, puis du soir jusqu'à la tombée de la nuit, ce qui étendait les estimations de construction de 5 jours à une réalité de 2 semaines. Pendant ce temps, les forces australiennes soutenant les opérations depuis Port Moresby utilisaient des huttes de modèle Nissen fabriquées à Sydney. Les registres australiens de production de guerre montrent que ces versions simplifiées ont même éliminé les parois d'extrémité en bois en utilisant de l'acier ondulé partout et les équipes de construction ont signalé des temps d'assemblage moyens de 36 heures. Le timing importait le plus lors de l'expansion rapide de la base. Lorsque l'amiral Chester Nimitz ordonna le développement de Fafuti Atoll dans les îles Ellis en mars 1943, les planificateurs de la marine avaient besoin de logements pour 5000 personnes dans un délai de 60 jours. Le 2e bataillon de construction navale est arrivé avec à la fois des matériaux Connay et quelques cabanes britanniques Nissen acquises via les canaux d'approvisionnement du Commonwealth. Le commandant du bataillon, le lieutenant-commandant Joseph Blondon, a divisé ses équipages pour tester les deux systèmes dans des conditions de corail identiques. Son rapport officiel de mai 1943 fournit des chiffres exacts.
Les cabanes Nison ont duré en moyenne 54 heures entre le premier bois de fondation et la structure terminée. Les cabanes Canet ont duré en moyenne 91 heures, l'écart étant principalement attribué aux exigences d'alignement de la charpente et de finition intérieure. Le différentiel de vitesse est devenu critique lors des expansions d'urgence. Après la bataille de Midway en juin 1942, la marine avait besoin d'une capacité hospitalière immédiate à Pearl Harbor pour les nouveaux blessés. L'hôpital existant n'ayant pas pu faire face à cette augmentation, les bataillons de construction ont érigé des bâtiments de services temporaires adjacents à l'établissement principal. L'utilisation de cabanes Canet avec leurs fondations, charpentes et systèmes intérieurs requis aurait nécessité un délai de construction de 2 semaines. Au lieu de cela, les équipages ont utilisé une approche hybride. Coques ondulées de style Nason érigées en 3 jours avec équipement médical intérieur installé par la suite. Ces services d'urgence sont restés en service jusqu'en 1944, hébergeant plus de 2000 patients pendant leur période de fonctionnement. La résistance aux intempéries a révélé des compromis inattendus. L'isolation Canet maintient les intérieurs confortables en extérieur même la chaleur et le froid, mais l'assemblage complexe des murs créait des pièges à humidité. Dans les îles Aléoutiennes, en 1943, où le brouillard et la pluie étaient constants, les cabanes Canet isolées développèrent de la condensation entre l'acier extérieur et le contreplaqué intérieur, conduisant à la rouille et à la moisissure. Les cabanes Nason, avec leur construction monocouche et leur ventilation naturelle à travers les ondulations, sont restées plus sèches bien qu'elles soient moins confortables. La capacité industrielle américaine a transformé le Canet en un phénomène de production de masse que le Nissen fabriqué à la main ne pourrait jamais égaler. En juillet 1943, l'usine de Strand-Steel Corporation à Richmond, dans l'Indiana, produisait quotidiennement 200 colis complets de cabanes Canet, les expédiant vers les 2 côtes pour un déploiement dans le Pacifique et en Europe. L'usine de la Georgia Fuller Company en Pennsylvanie ajoutait 150 unités supplémentaires par jour. Ce volume de production de plus de 100 000 cabanes par an nécessitait une standardisation stricte, selon laquelle chaque composant devait être interchangeable dans toutes les unités. Une nervure en acier fabriquée en janvier 1943 devait s'adapter parfaitement aux panneaux et à la quincaillerie fabriquée en août 1944. Les usines américaines ont atteint cette précision grâce au formage à l'emporte-pièce et à la production sur gabarit, ce que l'industrie artisanale britannique s'est rapprochée de la fabrication de Nissen et n'a jamais tenté. La philosophie de la normalisation s'étendait au-delà des seules dimensions physiques. Les cabanes Canet étaient disponibles en exactement 3 largeurs, 20, 40 et 50 pieds, avec des longueurs par incrément de 10 pieds. Cette approche modulaire a permis aux responsables de la logistique de calculer avec précision les besoins d'expédition. Un appartement standard de 40 pieds transportait un paquet complet de 40 x 20. Les navires de transport allouaient de l'espace de chargement par incrément d'unités Canet. Les dépôts d'approvisionnement stockaient des pièces de rechange, sachant que n'importe quelle nervure en arc de 20 pieds s'adapte à n'importe quelle cabane de 20 pieds, quel que soit le moment ou le lieu de fabrication. Le système a éliminé l'improvisation qui rendait les cabanes Nissan flexibles, mais aussi incohérentes. La comptabilité analytique a révélé les domaines dans lesquels les priorités américaines en matière d'ingénierie s'écartaient de l'opportunisme britannique. En 1943, une cabane Canet complète de 40 x 20 a coûté à la marine environ $850, y compris tous les matériaux, la quincaillerie, l'isolation, les composants électriques et le revêtement de sol. Une cabane Nissen comparable, basée sur les records de production britanniques de 1918, coûtait environ $230 en monnaie de 1943, corrigée de l'inflation. Le confort supérieur et les systèmes électriques du Canet justifiaient le prix plus élevé de la doctrine américaine en matière d'approvisionnement, mais cette augmentation des coûts de 3 cents % avait une importance significative lorsqu'elle était multipliée par des milliers d'unités. Les dépenses totales américaines consacrées à la production de Canet dépassaient $140 millions à la fin des guerres. Les chiffres du volume de production racontent des histoires contradictoires sur le succès. Les États-Unis ont fabriqué environ 170 000 cabanes Canet entre 1941 et 1946, soit une moyenne de 34 000 par an. La Grande-Bretagne a produit environ 100 000 cabanes Nissen rien que pendant la Première Guerre mondiale, entre 1916 et 1918, soit une moyenne de 50 000 par an, avec beaucoup moins d'infrastructures industrielles. La différence ne résidait pas dans la capacité de fabrication. C'était la complexité de la conception. Les cabanes Nissan nécessitaient des tôles d'acier ondulées, des fixations de base et du bois brut. N'importe quelle usine de tôlerie pourrait produire des composants. Les cabanes Canet avaient besoin d'un formage d'acier spécialisé pour les nervures de l'arc, d'une découpe précise pour les trous de montage des panneaux et d'une coordination entre les fournisseurs d'isolation, les fabricants de composants électriques et les scieries. Les compromis en matière d'ingénierie sont devenus plus visibles dans le domaine de l'adaptabilité. Après la construction initiale, les cabanes Canet pourraient être améliorées.
Les équipes pourraient ajouter des cloisons de séparation, installer des systèmes de chauffage, faire fonctionner des circuits électriques supplémentaires et monter des équipements lourds sur la charpente en acier. Ces capacités les rendaient adaptées aux installations permanentes des bases de formation aux États-Unis et aux quartiers généraux de l'échelon arrière. La base aéronavale d'Alhama, en Californie, a reçu plus de 400 cabanes Canet en 1943 qui servaient d'ateliers, de salles de classe et de bureaux administratifs. Beaucoup sont restés en service jusqu'à la fermeture de la base en 1997, certains pendant plus de 50 ans. Cette longévité a validé l'approche américaine pour les installations où la permanence comptait plus que la vitesse de construction. Mais le cadre qui a permis ces mises à niveau est devenu un handicap lors d'une utilisation temporaire sur le terrain. Lorsque la 43e division d'infanterie a déménagé du canal de Guadal vers la Nouvelle-Géorgie en juin 1943, elle ne pouvait pas démonter et transporter ses cabanes Canet. Les nervures en acier, une fois boulonnées ensemble, étaient difficiles à séparer sans endommager les filetages. Les panneaux vissés pouvaient être retirés, mais sans l'ossature, ils étaient inutiles. L'ensemble de l'infrastructure du camp, soit 42 cabanes cancides, est resté sur place, abandonné. Les cabanes Nissen se démontaient presque aussi rapidement qu'elles étaient érigées car les panneaux boulonnés se séparaient proprement et pouvaient être réutilisés ailleurs. Les forces britanniques déplaçaient régulièrement les camps de Nissen, déplaçant les mêmes structures de l'Égypte à l'Italie, puis à la Grèce à mesure que les lignes de front se déplaçaient. La véritable divergence entre les héritages de Nissen et de Canet n'est pas apparue en temps de guerre, mais dans la décennie qui a suivi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en août 1945, l'armée américaine s'est retrouvée avec une application environ 70 000 cabanes Canet excédentaires dispersées dans des bases nationales qui fermaient rapidement. La War Assets Administration, chargée de liquider les surplus militaires, a commencé à vendre des cabanes Canet complètes aux civils en 1946 pour des prix compris entre 2 cents et 6 cents dollars, selon la taille et l'état. La même année, plus de 15 000 Canet ont été achetés par des agriculteurs, des petites entreprises et des familles désespérées à travers l'Amérique. Les sols intégrés, l'isolation et les systèmes électriques de la cabane les rendaient immédiatement habitables comme habitation, atelier ou bâtiment de stockage. Cette adoption civile a créé un phénomène architectural américain qui a duré des décennies. Traversez aujourd'hui les zones rurales de l'Iowa, du Kansas ou du Nebraska et vous verrez encore de jolies huttes servant de hangars à machines et de stockage de céréales. Les petits aéroports du Midwest les utilisaient comme hangars dans les années 1970. L'Université de l'Illinois a hébergé des anciens combattants de retour dans un village canet de 1946 à 1972. 260 cases offrant un logement familial temporaire, devenu semi-permanent car rien ne les remplaçait. Ces structures ont réussi à être utilisées par des civils précisément en raison de caractéristiques qui ont ralenti leur déploiement sur le champ de bataille. L'isolation les a gardés confortables toute l'année. La structure solide supportait les étagères, les palans et les modifications. Les intérieurs finis acceptaient les cloisons sèches et la peinture pour ceux qui souhaitaient une apparence conventionnelle. La Grande-Bretagne a adopté l'approche opposée avec les cabanes Nissen après 1945. L'armée voulait qu'elles disparaissent parce qu'elles symbolisaient l'austérité du temps de guerre. Des milliers de personnes ont été démantelées et les panneaux ondulés ont été vendus comme ferraille pendant la pénurie d'acier d'après-guerre. Certains ont trouvé un usage civil. Les fermes du Yorkshire et de l'Écosse les ont convertis en bergeries et en entrepôts d'équipement. Mais le gouvernement britannique a activement découragé le maintien des civils parce qu'il souhaitait éloigner l'identité nationale de l'architecture temporaire de guerre. En 1955, la plupart des cabanes Nissen avaient disparu de Grande-Bretagne, sauf dans les champs de tir militaires éloignés et les propriétés agricoles où l'aspect pratique l'emportait sur l'esthétique. Les quelques exemples survivants aujourd'hui sont soit préservés en tant qu'artefacts historiques, soit cachés sur des terrains privés où les propriétaires accordent plus d'importance au stockage résistant aux intempéries qu'à l'apparence. L'establishment architectural a traité les deux projets avec un dédain qui a révélé des préjugés de classe sur la construction temporaire. Les revues d'architecture américaines des années 1950 mentionnaient rarement les cabanes, sauf pour les condamner comme un fléau visuel. Frank Lloyd Wright les aurait qualifiés d'abris pour port en métal impropre à l'habitation humaine. Les architectes britanniques se sont montrés encore plus sévères à l'égard des cabanes Nissen, dans une publication de 1948 du Royal Institute of British Architects, les décrivant comme des embarras ondulés qui devraient être éliminés du paysage aussi rapidement que cela était économiquement possible. Cette hostilité professionnelle ignorait la réalité pratique selon laquelle les deux modèles avaient protégé des millions de personnes de manière efficace et économique alors qu'il n'existait pas d'alternative. Les pays du Commonwealth ont développé leurs propres variantes qui revenaient souvent au principe de Nissen. La reconstruction de l'Australie d'après-guerre comprenait des cabanes à toit incurvé simplifiées qui éliminaient la complexité de la charpente américaine.
Ces structures utilisées pour le logement des immigrants et les infrastructures isolées dans les années 1960 donnaient la priorité à la vitesse et au coût plutôt qu'aux caractéristiques de confort. Le ministère de la Défense nationale du Canada a continué à fabriquer des cabanes de modèle Nissen pour les bases du Nord où le froid extrême rendait les canets isolés peu pratiques. La construction métallique monocouche a empêché la formation de barrages de glace catastrophiques qui affectaient de nombreux toits lorsque les charges de neige dépassaient les limites de conception. L'armée a finalement dépassé les deux conceptions. À l'époque de la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient développé des logements modulaires en conteneurs qui pouvaient être transportés par hélicoptère et assemblés encore plus rapidement que les cabanes Nissen. Ces systèmes utilisaient des cadres en aluminium et des panneaux en tissu pesant une fraction de la construction en acier. Les opérations militaires modernes utilisent des abris conteneurs extensibles qui se déploient en quelques heures. Mais ces solutions de haute technologie coûtent exponentiellement plus cher. Un système d'abri militaire actuel coûte 50 000 $, contre 850 $ par Conet en 1943. Une fois ajustés à l'inflation, les systèmes modernes coûtent environ 6 fois plus au pied carré que leurs prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale, tout en offrant des fonctionnalités similaires. La leçon fondamentale de l'histoire Nissen contre Conet est que la logistique militaire ne bénéficie pas toujours des améliorations techniques. Peter Nissen a créé son cœur en posant une question. Quel est le minimum absolu nécessaire pour garder les soldats au sec et en vie? Sa réponse, des tôles ondulées courbées boulonnées ensemble, ignorait tous les principes de construction conventionnelle. Aucune fondation, aucune charpente, aucune main-d'œuvre qualifiée requise, juste des tôles et des boulons. Cette simplicité impitoyable signifiait qu'un sergent et 5 fantassins épuisés pouvaient construire un abri en 72 heures sous le feu de l'artillerie. Les ingénieurs américains qui ont conçu le Conet ont posé une question différente. Comment pouvons-nous rendre cela plus confortable et permanent? Leur réponse était objectivement une meilleure architecture, mais un abri d'urgence pratiquement pire. Cette tension entre optimale et adéquate apparaît tout au long de l'histoire militaire. Le fusil M1 Garand était supérieur au Springfield à verrou à tous égards mesurables, mais il était également plus lourd, plus complexe et nécessitait plus d'entretien. Les chars Sherman étaient mécaniquement fiables, mais sous-blindés par rapport aux Panthers allemands. Les forces américaines ont gagné avec un équipement adéquat déployé en nombre écrasant, plutôt qu'avec un équipement parfait déployé lentement. Le Kansas a suivi ce modèle. C'était un meilleur abri que le Nissen, mais les armées avaient besoin d'un abri plus rapidement que mieux. Lorsque la première division des marines combattait dans la boue du canal de Guadal à la fin de 1942, avoir une structure résistante aux intempéries en 3 jours aurait été plus important que d'avoir une structure électrifiée isolée en 10 jours. La doctrine militaire moderne a largement oublié le calcul de la vitesse par rapport à la qualité que la Seconde Guerre mondiale a constamment imposée. Les normes actuelles de construction militaire américaine supposent que les infrastructures seront en place avant les déploiements majeurs de troupes, que les lignes d'approvisionnement seront sécurisées et que la construction pourra avoir lieu sans interférence de l'ennemi. Ces hypothèses se sont vérifiées en Irak et en Afghanistan, où les forces américaines contrôlaient l'espace aérien et disposaient de plusieurs mois pour construire des bases opérationnelles avancées. Mais ils ne tiendraient pas dans des scénarios de conflit entre pairs, où une logistique contestée et des changements de position rapides reflètent davantage les conditions de la Seconde Guerre mondiale que les récentes opérations de contre-insurrection. Le Corps des Marines a reconnu cette lacune en 2019 lorsqu'il a réintroduit les opérations expéditionnaires de bases avancées, réapprenant essentiellement la leçon selon laquelle la vitesse de déploiement compte plus que le confort des installations. La différence entre les philosophies d'ingénierie s'étend au-delà des seules applications militaires. Partout, la construction moderne donne la priorité à la complexité plutôt qu'à la simplicité. Les codes du bâtiment exigent des systèmes électriques, des normes d'isolation, des spécifications de fondation et des dizaines d'autres caractéristiques qui rendent les structures meilleures, mais plus lentes et plus coûteuses à construire. Cela est tout à fait logique pour les bâtiments permanents, mais crée des problèmes pour les interventions d'urgence. Après l'ouragan Katrina en 2005, la FEMA avait besoin d'un abri immédiat pour des milliers de familles déplacées. Les logements temporaires qu'il fournissait, de petites maisons préfabriquées, nécessitaient des fondations en béton, des branchements au service public et prenaient des semaines à installer par unité. Des structures de style Nissen auraient pu être érigées en quelques jours en utilisant uniquement les infrastructures existantes de la zone dévastée, fournissant ainsi un abri immédiat pendant que la reconstruction permanente se poursuivait. Les 170 000 cabanes Canet produites par l'Amérique représentaient une véritable réussite industrielle et fournissaient un abri à des millions de personnes sur chaque théâtre. Ils ont bien servi dans leur rôle d'infrastructure de base semi-permanente, mais ils n'ont pas pu égaler ce que 6 soldats britanniques ont accompli en 1916. Construire un abri résistant aux intempéries en 3 jours avec seulement des outils manuels et de la détermination. Cette capacité, cette vitesse, cette simplicité brutale constituaient la véritable innovation.
Le Canet a tout amélioré sur le Nissen, sauf la seule chose qui comptait le plus au combat. Sortir les soldats de la boue et les mettre à l'abri avant le début du prochain bombardement. Les cabanes ondulées et incurvées qui se dressent encore au milieu des terres agricoles et des anciens sites militaires sont des monuments de différentes philosophies. Les Canets survivants prouvent que l'ingénierie américaine les a rendus suffisamment durables pour durer plus longtemps que prévu. Les cabanes Nissen disparues ont prouvé que l'ingénierie britannique les avait rendues suffisamment simples pour que les armées puissent les construire n'importe où, à tout moment et dans toutes les conditions, puis les abandonner sans regret lorsque les lignes de front avançaient. Les deux approches ont fonctionné, mais une seule a pu être construite alors que les obus tombaient encore. Et c'est la différence entre le succès architectural et la nécessité du champ de bataille.